Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale. Alors je voudrais que le professeur Frédéric Beau nous rejoigne. Tous les deux, vous avez cité Taïwan et ça pose un problème de différence culturelle et d'acceptabilité des décisions. Une acceptabilité qu'on n'a pas forcément en France parce que il y a des différences culturelles, comme je l'ai dit. Il y a le fameux péché originel que vous avez mentionné, qui fait qu'on a perdu confiance dans ceux qui nous dirigent ou qui prennent des décisions sanitaires. Vous avez parlé du masque, mais il y a eu le problème des tests, de la rapidité des tests, de la traçabilité, des enfants qu'on a dit contagieux, pas contagieux. Il y a eu le problème du choix, effectivement, entre la bourse ou la vie, et savoir si on pourra sauver l'un ou l'autre. Et puis il y avait aussi des problèmes d'acceptabilité émotionnelle, notamment par rapport au deuil, par rapport aux visites en EHPAD, par rapport aux fêtes. Donc ce problème de l'acceptabilité, est-ce que c'est pas un des problèmes majeurs qui fait que nos dirigeants savent bien que on n'est pas Taïwan et que c'est compliqué? Écoutez, alors tout d'abord, je voudrais commencer par aller dans le sens de Alain Boer. Je crois que la santé est un domaine où on ne peut pas mentir sur le plan politique. On est sanctionné. On en sait quelque chose, nous. Pendant longtemps, les médecins ont essayé de cacher, masquer leurs erreurs et tout ça. Et on s'est aperçu que la seule solution constructive, c'était d'avouer son erreur et de dire, voilà, j'ai fait une bêtise, ça s'est pas bien passé, etc. Expliquer aux familles. Ne pas mentir. Ça, je suis absolument d'accord. Et je crois que ça serait bien que les politiques retiennent ce message. Alors, à partir de là, si vous voulez, il y a, dans ces pays-là, je crois que ce que je vous avais signalé, c'est quand même, il y a une culture de la distanciation quand même et du port du masque. Porter un masque à l'intérieur, même, c'est pas un problème pour un Chinois, des choses comme ça. Donc, c'est pas du tout. Ensuite, la gestion. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en tous les cas, à Taïwan, j'ai pas eu le temps de voir, mais enfin, pour la Corée, c'est la même chose. Ça a été une gestion militaire. Il y a eu l'armée a été impliquée, est impliquée dans le. Et il faut noter que dans le plan blanc, elle n'est pas impliquée de première attention. Mais là, ça a une application directe sur les plans qu'ils ont établis, parce qu'ils ont souffert beaucoup plus que nous de l'H1N1 ils avaient une expérience clinique de cela. Et donc, maintenant, ils ont misé, eux, sur l'identification par justement cette fameuse PCR des patients. Donc, un patient positif, d'abord, le résultat est rendu très vite, et il est tout de suite identifié et tracé. Et une zone d'isolement va lui être attribuée. D'accord ? Dans des confrontations entre les ambassadeurs de Corée et de France, qui a eu devant une commission, je ne sais plus si c'est l'Assemblée nationale ou le Sénat, enfin dans une commission nationale il y a un compte rendu, il a été noté. Connaissez-vous la peine qu'encourt, enfin c'est pénibilité qu'encourt une personne contaminée qui sort de chez elle dans ces deux pays, en tous les cas à Taïwan? Eh bien, c'est 6 mois de prison et 30 000 € d'amende. 6 mois de prison et 30 000 € d'amende si vous êtes contaminé, sortez de chez vous. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est des mesures qu'il faut réfléchir. Elles sont pas. Qu'elles sont démocratiques? Si on considère que les gens contaminés sont des gens qui menacent la population, on peut les discuter. En tous les cas, elles sont dissuasives et comme on dit d'habitude, dans ces cas-là, il y a une adhérence massive du peuple par rapport aux mesures proposées par le gouvernement. Taïwan, c'est transposable, ça devrait être transposé, ou c'est impossible de transposer ça à la France? J'ai expliqué, le modèle de Taïwan, c'est le modèle français de 2010. Donc, il n'y a pas de surprise. En 2008, à partir de... Les 30 000 € d'amende et les 6 mois d'emprisonnement.
publique, je suppose, chers collègues. Le Code de la santé publique prévoit des mesures pénales pour des gens malades qui ne respectent pas des règles de confinement. C'est pas une nouveauté. Ceci est dans le Code Napoléon. Donc, non, il faut pas imaginer le monde tel qu'on aimerait qu'il soit avec un univers de bisounours gentils qui sauteraient partout. Nous avons des mesures de protection pour la santé publique qui sont des mesures pénales depuis fort longtemps. Elles ne sont pas aussi violentes, mais elles existent. L'amende pour le port du masque a mis à peu près 3 minutes 12 à être imposée, et c'est une amende qui rentre dans le domaine contraventionnel. Ce n'est pas juste ne sortez pas de la maison. Voilà, donc non, il faut être très attentif. Nous avons, depuis que Charles Delorme, un médecin français, a inventé le masque en 1619, c'est nous qui l'avons inventé et exporté, après on l'a oublié. Depuis que Semmelweis a inventé de se laver les mains en se faisant mettre au banc de la médecine austro-hongroise avant d'être reconnu comme, avec Pasteur plus tard, un des pontes de l'hygiène. Je rappelle que régulièrement, les inspections médicales expliquent qu'il y a une perte des concepts, des notions et du respect de l'hygiène dans les hôpitaux, ce qui est revenu assez brutalement à l'occasion du ou de la Covid. Non, le modèle de Taïwan et le modèle français, à 10 ans de distance, sont les mêmes. Les concepts sont les mêmes, les contenus sont les mêmes, les mesures sont les mêmes. L'idée de mobiliser un outil spécifique, ce qui est le cas de Taïwan et qui était le cas de les Prusses, sont les mêmes, avoir les stocks sont les mêmes. Le problème, c'est que si on était tous dans la même barque, eh ben, nous serions tous au même niveau et on n'aurait personne à… voilà. Mais il y en a un qui est le premier de la classe. Je ne parle pas des États autoritaires où on peut alors là, ce qui est le cas par exemple de la Chine continentale, dire « Ah bah oui, mais ils ont des… » Non, Taïwan, c'est un État démocratique, ça a été voté, discuté, amendé. Il y a un outil spécifique qui effectivement inclut les militaires, mais c'est un outil civil qui est très exactement le modèle de les Prusses. Effectivement, eux, ils ont été lourdement touchés en n'ayant pas d'outil au moment du H1N1 et ils l'ont créé. Nous avions un outil qui était un modèle de référence et nous l'avons détruit. C'est ça la grande différence. Après, l'adhésion des populations, 93% des Français trouvaient très normal d'avoir un confinement dans l'épisode 1. Après, ils ont considéré qu'on ne gérait pas très bien la partie sur laquelle nous sommes en parfait accord, qui est dire la vérité. Et dire la vérité n'est jamais une punition. Dire la vérité peut être une rédemption pour certains, ou en tout cas dire quand on ne sait pas, on ne sait pas. Ça n'est pas un drame de ne pas savoir. Mentir effrontément, avec un amateurisme aussi impressionnant, dans des conditions qui atteignaient des niveaux élevés de ridicule. Je ne sais pas porter le masque, vous comprenez, ça me fait mal à l'oreille. Enfin, je veux dire, on a eu des épisodes qui relèvent plus du comique troupier que de la gestion de crise. Et donc, c'est ça qui est le sujet. Après, tout le reste, il relève de l'adhésion de la population parce qu'elle a confiance dans le fait que même quand on ne sait pas, on donne cette impression qu'on est en train de tout faire pour. Or, la gestion à la godille, d'abord, ça donne le mal de mer. Il faut être très accroché pour ne pas tomber à l'eau. Et c'est un problème majeur. Nous pourrions parfaitement… Moi, je fais le pari pour avoir participé avec Xavier Bertrand il y a très longtemps à l'élaboration conceptuelle de cette affaire. Et j'ai vu à quel point ça avait été difficile pour lui d'imposer l'outil, de le mettre en place, de le financer, et à quel point c'est un crève-cœur de l'avoir vu disparaître par un concours du bureaucrate le plus bête dans le grade le plus élevé. L'acceptabilité par la société, c'est quand même compliqué. Quand on regarde les réactions des uns et des autres sur les réseaux sociaux, dès qu'on parle du Covid, alors on n'est plus dans le domaine de la connaissance, mais on est dans le domaine de la croyance, et il y a les pros et les anti, et c'est très compliqué de pouvoir, il suffit de voir, ne serait-ce que là, on a des réactions sur les réseaux sociaux en début d'après-midi qui nous disent qu'on est des menteurs et qu'on colporte des fake news. Alors comment on fait avec une société aussi fragmentée, aussi divisée, aussi défiante pour imposer des mesures fortes? Si vous me permettez, pardon. C'est pour ça que je me suis permis de faire cette présentation de l'effet Dunning-Kruger, un peu longue peut-être, mais si vous voulez, qui montre qu'il faut avoir ce qu'on appelle une digestion de la connaissance pour arriver à commencer à parler. Et c'est souligné à la fin, c'est quand même l'immédiateté et
le fait que quand ça apparaît sur un réseau social, c'est définitivement présent, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, c'est très difficile. Moi, je voudrais insister sur une chose, c'est il faut que la grosse, je pense qu'une des différences culturelles, justement, entre les milieux, l'Asie et notre pays, qui a beaucoup de particularités intéressantes, c'est que les Asiatiques sont persuadés que l'intérêt individuel n'est que secondaire à l'intérêt collectif. Il y a d'abord l'intérêt collectif, dont découle l'intérêt individuel. Alors que je pense qu'en France, on est, par cette liberté, égalité, fraternité, cet individualisme qui fait que l'individu prime sur la société. Et tant qu'on sera dans cette, on va dire, de ce mode de pensée, qui est individuel et non collectif, on aura du mal à appliquer les mesures barrières et de distanciation qui sont les seules à l'heure actuelle qui marchent et qui marchent quand même. Alain Bauer, cette société divisée, comment on fait pour la gouverner? D'abord, la grande différence entre la France et Taïwan, c'est pas la société qui est divisée, c'est le corps médical. Le corps médical est un colporteur de fake news, d'insultes, de haine. Moi, j'ai été épaté. Je pensais que le corps académique était déjà au sommet de son art en matière de détestation individuelle. Nous sommes très, très, très largement dépassés par les médecins de plateau, les médecins de conviction, etc., par ces trois catégories de médecins qui ne vivent pas dans le même temps et avec les mêmes malades et qui ont fait beaucoup de mal à la parole médicale, bien plus que n'importe quel autre réseaux sociaux. C'est quand la parole médicale, la parole scientifique se divise et se divise dans des méthodes, des modes, des formes qui sont inédites. Je me suis replongé dans les archives. Il y a eu quelques grandes controverses médicales dans l'histoire, mais celle-là, je dois dire qu'elle atteint des sommets. Et donc, à partir du moment, vous savez, c'est la fameuse soumission à l'autorité de Milgram. Milgram explique que quand l'autorité a une parole unitaire, tout le monde y obéit et s'y contraint. Dès lors qu'elle apparaît divisée, on utilise les échappatoires de la division pour s'en échapper. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, entre le mensonge originel sur le masque, le péché de on n'a plus rien. Alors, c'est étonnant d'ailleurs parce que c'est un gouvernement qui ment pour masquer des errements qui ne sont pas les siens. Il faut quand même dire la vérité parce qu'il a trouvé ça comme ça. Et au lieu d'assumer en disant écoutez, c'est pas nous, c'est les autres, il a assumé l'héritage. Alors, je ne sais pas s'il faut lui rendre grâce ou regarder ça avec stupéfaction. Mais la parole médicale, elle s'est déchirée dans des proportions considérables, avec des haines exprimées publiquement. D'habitude, c'est plutôt feutré et en petit comité. Et je crois qu'elle a beaucoup pesé. Maintenant, quand le gouvernement semble donner une position relativement claire sur les masques, le couvre-feu, les tests, etc., entre 8 et 10, 9 Français sur 10, parce qu'ils savent ce que c'est, et puis de toute façon, ils ont un truc assez simple, ils voient les morts, et ça ne se discute pas. Voilà. La mortalité ne se discute pas. Après, il y a des débats sur est-ce que ça, c'est efficace ou pas efficace, mais il n'y a plus de débat sur l'état de mortalité, le nombre de personnes qui meurent, l'engorgement des hôpitaux. Tout le monde connaît désormais au moins quelqu'un qui a été soit très malade, soit qui a des conséquences, soit qui est décédé. Donc, la question de la mise en cause de l'épidémie est passée. La gestion de l'épidémie est critiquée, mais très simplement parce qu'elle est très critiquable. Elle est très critiquable d'un point de vue administratif, elle est très critiquable d'un point de vue politique, elle est très critiquable d'un point de vue scientifique, parce que le seul élément qui aurait dû réunifier tout le monde, la parole scientifique, a disparu dans une controverse entre scientifiques avec nous autres, en spectateurs hallucinés de ce niveau de rejet, de refus. Et c'est ce que j'appelle le syndrome de Semmelweis. Ne vous lavez pas les mains, ne portez pas de masque, l'épidémie n'existe pas, c'est une grippette, c'est une grosse grippe, y compris encore récemment quelqu'un qui disait j'ai mal calculé mes pronostics sur le truc parce que j'ai pas compté le climat. Alors je tiens à annoncer à tout le monde que en général l'automne se passe en automne et que les questions climatiques ne sont pas des révélations exclusives de la vie et que je comprends qu'on puisse pas jeter des éléments. Mais nous avions le choix entre un modèle qui était celui de Philadelphie et un modèle qui était celui de Saint-Louis, les deux grands modèles de 1918. Nous avons réussi à avoir les deux. C'est-à-dire que nous avons, comme d'habitude, entre deux, sans pouvoir choisir entre
on laisse filer l'épidémie et puis une fois que c'est fini, en gérant beaucoup de morts, on passe à autre chose, ou on contraint l'épidémie mais on la tient pendant très longtemps et ça va durer longtemps mais rester à un niveau peu élevé, c'est-à-dire qu'on avait le choix entre l'Everest et le Massif central, eh bien on a non pas 2 vagues mais 2 pics, parce que nous sommes en train de nous faire un deuxième pic. Et le deuxième pic, il va nous amener une surmortalité considérable parce que nous n'avons pas su choisir ni être cohérents dans le temps. Alors, le choix, il était libre. Je ne suis pas médecin, je le répète, et donc, en ce qui me concerne, la gestion de la crise, c'est une fois qu'il y a une ligne scientifique qui est donnée, on applique la ligne de manière cohérente et publique en disant, eh ben, nous, c'est la Suède. Voilà. Faites comme vous voulez. Ou nous, c'est la contrainte absolue, c'est la Chine, faites comme vous voulez. Ou ça aurait pu être Taïwan, mais malheureusement, on a liquidé l'outil. Donc, voilà. Et ça crée la confiance. Rattraper la confiance une fois qu'on a menti et quand on n'a pas encore avoué qu'on avait menti, ça va être compliqué. C'est toujours possible. On peut toujours recréer de la confiance. Hein. Les grands retours de popularité des responsables politiques sont bien connus dans ce pays, surtout en phase de réélection, mais il y a du travail. En période de crise, il faut de la cohésion, hein. Il faut aussi un leadership franc. Il faut qu'on sache qui est le chef, en clair. Donc, comme vous l'avez dit, le corps médical s'est déchiré. Le politique s'est abrité derrière un corps médical déchiré au début. Est-ce que c'est pas le moment pour le politique de reprendre très clairement et fermement la main, de manière à recréer une cohésion autour d'un pouvoir affirmé? Ah bah, c'est ce qu'il fait. Vous avez des interventions régulières du chef de l'État, trop sans doute, mais en tout cas, il est fortement présent sur beaucoup de fronts par ailleurs, parce que c'est un métier difficile que d'être chef de l'État. Mais si le chef de l'État prend la parole et qu'en dessous, le corps scientifique continue à se déchirer ou à s'engueuler ou à se faire des mouvements qui apparaissent tous comme particulièrement de mauvais goût ou de mauvaise foi et créent les conditions d'une espèce de poursuite individuelle, de petite vengeance individuelle sur les uns ou sur les autres, ça continue à poser un problème majeur. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la chloroquine et je ne donnerai donc de leçons sur la chloroquine à personne. Je ne sais pas si c'est efficace, je ne sais pas si c'est inefficace. Mais il se trouve que pour avoir beaucoup bourlingué dans ma vie, un médicament qui existe depuis 80 ans ne peut pas subitement devenir extraordinairement dangereux par l'opération du Saint-Esprit juste parce qu'on n'aime pas Panoramix à Marseille. Donc, il faut à des moments comprendre que, y compris l'expérimentation, sont des sujets qu'on peut tolérer quand vous êtes dans la crise. Ça s'appelle la médecine de guerre. Et puisque tout le monde veut faire la guerre à tout, alors moi, personnellement, j'explique qu'on ne fait pas la guerre au terrorisme, on lui fait la police, et je pense qu'on ne fait pas la guerre au Covid ou à la Covid, on lui fait la médecine. Mais au moins que le dispositif soit suffisamment cohérent quand on ne sait pas, pour dire que quand on ne sait pas, on fait avec ce qu'on a. Puis ensuite, quand on commence à savoir, on dit, en fait, ça marche peut-être moins bien qu'autre chose, encore que la diversité et le côté extrêmement pernicieux de ce virus amène à être toujours extrêmement prudent. Parce que les enfants, oui mais non, faut voir peut-être, eh bien on est dans oui mais non, faut voir peut-être. Par exemple, pour les rassemblements étudiants, l'idée qu'il n'y avait pas de cluster dans l'université est un des trucs qui m'a fait le plus rire quand j'ai vu la rentrée universitaire, sauf au Conservatoire des Arts et Métiers où le miracle de l'intelligence fait qu'on est un administrateur général qui a immédiatement pris la mesure du sujet et qui a considéré qu'on allait rendre personne malade. Voilà, parce qu'il a fait principe de précaution. Grâce lui soit rendue. D'autres présidents d'université se sont laissés aller à 3000 personnes dans un amphi de 800 en attendant que ça se passe. Donc, nous avons tous un certain nombre de sujets à rattraper, mais en tout état de cause, la parole politique, elle doit prendre le dessus. C'est normal, ils sont là pour ça. Le conseil scientifique, il doit conseiller. Je pense que moins il parle, mieux on se porte. Et que, par ailleurs, la parole scientifique, en dessous, elle doit permettre et l'expérimentation, et la cohérence, et la recherche, et que chacun retrouve sa voix en essayant d'éviter d'insulter les autres, surtout dans les chaînes de télévision et les réseaux sociaux, parce que ça ne sert à rien. Voilà. Alors, Frédéric Beau, on va bientôt conclure, on arrive bientôt à la fin de notre entretien. J'ai envie de vous poser une question, professeur Frédéric Beau. Est-ce que finalement la science et l'instantanéité de l'information, c'est pas un mariage impossible? Parce qu'on sait tous que
la science et la recherche, c'est fait d'expérimentation, de doutes, d'erreurs, on revient en arrière, on refait une autre hypothèse, on voit que ça marche pas, on en fait une troisième, et là finalement ça marche. Tout ça, ça prend du temps, et bien sûr c'est des hypothèses successives qu'on avance. Donc ça peut pas aller avec l'information en continu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, complètement. Je voudrais d'abord abonder dans le sens d'Alain Boer, c'est que moins les évaluateurs de risque, que j'ai appelé les évaluateurs de risque parleront, mieux ça se passe. C'est aux politiques de parler, c'est pas aux évaluateurs. Donc, si vous voulez, moins les médecins parleront, mieux sera gérée la crise, parce que on ira à l'unisson. Les journalistes sont très friands et mettent au même plan une idée positive, une idée négative. Donc, si vous voulez, le public ne comprend plus à partir de là. À partir de là, si vous voulez, non, c'est pas quelque chose de binaire. Effectivement, à travers le temps, se dégagent des certitudes. Mais pour avoir des certitudes, il faut avoir une reproductibilité des résultats dans différentes études ayant lieu dans différents endroits qui permettent à des conclusions définitives. Ce qu'on n'a pas, c'est le temps. Et ça, c'est effectivement ce que vous avez dit, et votre conclusion est tout à fait juste par rapport à ce conflit entre le besoin d'information des médias et, je dirais, ce que j'ai toujours évité, c'est ces luttes de fratricide que je trouve désastreuses, consternantes. Un universitaire doit savoir s'abstenir de parler plutôt que de semer la confusion. Voilà, ça serait ma conclusion. Mais bon, peut-être qu'il faut aussi du temps pour apprendre des vérités telles que celle-là. On arrive quasiment à la fin, voilà une belle conclusion. Un universitaire doit savoir s'abstenir de parler. J'ai pas à vous demander d'arrêter, c'est parfait. Alain Boer, quelle est votre conclusion? Je partage, je pense que les universitaires doivent parler, mais doivent se parler d'abord et éviter de se prendre pour des politiques et d'être attirés par le jeu médiatique quand leurs paroles dépassent leur point de vue ou leurs commentaires, leur éclairage, très important, mais quand ils sont dans quasiment l'opposition à la parole publique ou la création du doute sur une politique publique, parce que derrière la posture, il y a aussi des blessés, des morts, des enjeux considérables, et donc il faut aussi pouvoir s'abstenir, ou en tout cas se maîtriser, et puis régler ses comptes dans les endroits qui sont faits pour cela, là où on se met sur la figure dans les commissions scientifiques. Il y a deux écoles. Il y a des médecins qui disent on doit aller sur les plateaux de télé pour faire de l'éducation thérapeutique, c'est important. Et puis il y a l'autre école qui est de dire avec le syndrome de la Covid, il y a le syndrome de la lumière. Hein. Les médecins sont comme les autres, ils sont attirés par la notoriété. Les 6 derniers mois d'information en continu, et que si vous concluez que ça a été pédagogique, moi, je vais aller labourer dans le Larzac. Écoutez, voilà une reconversion intéressante, Alain Boer. Il va tirer la charrue. Voilà, il y en a un qui va tirer la charrue et l'autre qui va labourer dans le Larzac. On vous remercie d'être placé sur le plateau des EME. Alain Boer, je rappelle que vous êtes auteur de Comment vivre au temps du coronavirus aux éditions Serre, dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. En ce moment, c'est plutôt sur Amazon. Je vous remercie à tous les deux. Bonne fin d'après-midi, et on va passer à la suite de notre programme. Merci beaucoup. Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale.